Oui, on peut crier au génie, on peut dire ça. Au bout d'un moment, c'est l'instrument et ce que tu en fais. Mais s'il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas l'artiste aussi. Et quand je le voyais à 80 plus et réviser ses gammes, sachant qu'il n'avait plus rien à prouver, et de le voir aussi respecter la musique, respecter son instrument, ça replace en fait la place que l'artiste est censé avoir aussi, quoi. James BKS, mon nom d'artiste. J'ai 38 ans, artiste, auteur, compositeur et producteur de musique. La musique est vraiment ce que je représente. Elle fait écho à mon parcours, à qui je suis, à mes origines. J'ai vécu, voyagé entre 3 continents. Et ça se reflète complètement dans ce que je fais musicalement. C'est une fusion, et c'est une fusion naturelle surtout. J'aime pas me mettre d'étiquette à ma musique. Un coup, ça va être plus inspiré de la musique africaine. Un autre coup, ça va être plus l'urbain, le hip-hop, la pop. J'aime pas mettre d'étiquette. Allô, bas. J'y allais quand j'étais petit. Ma mère faisait en sorte de me prendre au Cameroun le plus souvent possible. Et puis il y a eu une rupture lorsqu'elle est rentrée définitivement en France. Il y a eu un rejet de sa part qui a fait que ses enfants n'ont pas pu reconnecter directement avec leurs origines, avec le Cameroun. Et il y a eu tout un voyage donc entre la France et les États-Unis où j'ai vécu 10 ans. Et puis ce retour en France qui a fait que je renoue avec mon père biologique et que naturellement je me pose des questions qui étaient en suspens depuis toutes ces années, qui m'ont fait repartir sur le continent une première fois, une deuxième fois et puis j'espère très, très prochainement encore. Je l'ai su à mes 24-25 ans, qui il était. J'avais un cocon familial qui était sain depuis l'enfance. En fait, j'ai vécu, j'ai été éduqué par ma mère, mon beau-père et puis mon père de cœur qui m'a vu naître, qui m'a éduqué comme si j'étais son propre sang. Donc j'ai jamais eu ce besoin non plus de reconnecter avec l'inconnu jusqu'à ce que je grandisse, je me fasse mes propres expériences, je me pose certaines questions. Quand je me suis lancé dans la musique et que j'ai commencé à le faire sérieusement, ma mère a été, on peut dire, un peu surprise, choquée de voir que je prenais le chemin de cette personne-là sans savoir qui elle était pour moi. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a révélé son identité. Et lorsqu'elle me l'a dit, j'ai fait un rejet d'entrée de jeu, on va dire. Parce que je sais pas si c'était une manière de me protéger ou de protéger les personnes qui m'ont éduqué, qui m'ont élevé. Mais j'ai fait ce rejet-là. Et ça a duré plusieurs années jusqu'à ce que je tombe nez à nez avec lui de manière complètement inattendue. Dans cet hôtel parisien, voilà, en étant revenu en France. Et je me rappelle encore à ce moment-là, le soir même, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit écoute, tu te devineras pas sur qui je suis tombé. Et quand je lui ai dit, elle a fondu en larmes au téléphone parce qu'elle habite aux États-Unis. Et elle m'a dit tiens, tu vois, le destin sait faire les choses. Et à ce moment-là, je lui ai dit écoute, qu'est-ce que je fais? Et elle m'a dit va vers lui. Dis-lui, raconte-lui ton histoire, dis-lui que tu t'es fait tout seul, mais que voilà, tu peux plus reculer, t'es obligé d'aller de l'avant et de reconnecter avec lui. Et donc c'est ce que j'ai fait. Ça a pris plusieurs mois. Tout ce cheminement-là m'a amené à vivre 7 ans, 8 ans avec lui qui ont été juste magnifiques, quoi. C'est ce que le destin a voulu pour nous. Quand je l'ai retrouvé, qu'il m'a retrouvé, j'étais déjà on va dire un jeune homme accompli. J'avais déjà roulé ma bouteille. J'avais bien entendu, on a encore tous un grand parcours à réaliser, mais on va dire que je l'ai retrouvé, j'étais fier de mon parcours et je pense qu'il l'a vu et il en était fier aussi lorsqu'il a appris à me connaître, lorsqu'on a appris à se connaître tous les deux. Pour moi, je pense que c'est très important de pouvoir porter un message qui inspire les gens. Divertir, c'est une chose. Essayer de faire avancer les choses d'une certaine manière, c'en est une autre aussi. Quand on fait un petit peu la rétrospective des grands artistes
de notre époque, on s'aperçoit que les gens qui ont réussi à faire les deux sont devenus des légendes à cause de ça. L'artiste a quand même une certaine aura, une certaine portée dans sa voix que certaines personnes n'ont pas. Quand j'écoute des artistes comme Jay-Z, quand j'écoute des artistes comme Talib Kweli, qui sont certes des artistes de l'ancienne génération, mais qui ont eu une voix à un moment donné, qui ont conscientisé les foules, je sais que ça m'a énormément inspiré. Jay-Z, par exemple, dans sa manière d'aborder l'indépendance, le business, ça a influencé toute une génération à comprendre comment l'industrie du disque fonctionnait, faire certains choix qui n'étaient pas forcément très sexy ou qui n'apportaient pas directement un gain d'argent instantané, mais qui, dans le futur, permettaient aux artistes qui venaient derrière d'assurer leurs arrières. Si j'avais pas eu la chance d'entendre ce genre de discours-là, j'aurais pas pu comprendre certaines choses par rapport à ma propre carrière. Je sais pas si je pourrais le résumer réellement. Le dernier titre que j'ai sorti, je parle de transmission, je parle d'héritage. Parce que je veux faire comprendre aux gens que la vraie richesse qu'on a, elle peut pas être quantifiée en fait. La vraie richesse, elle vient par rapport à l'éducation, par rapport au temps qu'on peut donner aux gens qu'on aime, du vécu qu'on a, des erreurs qu'on a faites. J'ai eu la chance de pouvoir partager, notamment avec mon père biologique, mais pas que, avec mon père de cœur, avec ma mère. Ce genre d'héritage-là, ça n'a pas de prix. Et contrairement à ce qu'on veut nous faire penser dans la société d'aujourd'hui, l'argent n'est pas une fin en soi. Et c'est ce genre de message que je souhaite mettre en avant parce que je sais que moi, j'aurais bien voulu avoir ce genre de message dans les musiques que j'écoutais auparavant. Et puis j'ai un enfant aujourd'hui, donc j'ai envie de transmettre des valeurs qui soient saines et qui soient pérennes surtout. Mais j'ai eu la chance de commencer la musique aux États-Unis. En fait, j'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai déménagé en 2002 avec une partie de ma famille qui sont restés d'ailleurs là-bas, qui sont devenus américains depuis. Et le fait d'évoluer dans cet environnement-là, de faire mes études aux États-Unis, de côtoyer, on va dire, l'industrie du disque petit à petit. D'abord avec les artistes locaux qui m'ont permis en fait d'exposer ma musique à un plus grand public ensuite. Mais ça m'a permis de décrocher un premier stage chez Convict Music à Atlanta, le label d'école. Et puis ensuite de poursuivre mon aventure musicale et de signer en maison de disques chez Universal. Et puis collaborer avec les artistes soit du label ou soit les artistes qui étaient dans l'environnement dans lequel j'évoluais. Tous ces artistes-là ne savaient pas qui t'étais à l'époque? Non, pas du tout. On va dire que j'avais pas forcément la personnalité qui me permettait naturellement de me mettre en avant. Et on va dire que les beatmakers, de toutes les manières, on est très souvent associés au travail de l'ombre. Donc c'était quelque chose de normal aussi. Pourquoi les lunettes noires? Comme papa? Même pas, non. Si tu regardes les archives de l'époque, j'avais déjà des lunettes. Ça me permet aussi d'avoir une certaine manière de s'exposer et puis rentrer chez moi et être différent aussi aux yeux des gens qui comptent pour moi. On va dire que ces conseils n'étaient jamais directs. C'était en le voyant faire certaines choses que j'ai compris beaucoup de choses aussi. Parler de la musique avec une passion, avec une sincérité qui faisait que même s'il était là par rapport aux gens avec qui il parlait, ça, voilà, il avait ce sens du partage qui était vraiment unique à lui-même, quoi. Je remercie d'avoir partagé ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, l'une des dernières répétitions que j'ai pu voir de lui était avec Angélique Kidjo qui était venue à la maison. Et de les voir évoluer, travailler ensemble, l'ego était vraiment mis à la porte, quoi. Et on voyait deux personnes se respecter et travailler dur pour faire en sorte que le show qu'ils allaient donner allait être aussi bien que les shows qu'ils ont pu donner à l'époque, alors qu'ils n'ont rien à prouver aujourd'hui. La plus grande fierté jusqu'à à l'heure actuelle, c'est d'avoir pu connecter Quincy Jones et mon père biologique ensemble. C'est deux figures emblématiques de la musique, c'est deux personnes qui se respectent énormément, mais qui à un moment donné ont eu une cassure en fait. Quincy l'appelait même son ami à un moment donné. Et je sais que moi, quand j'ai retrouvé mon père, étant donné que moi-même j'étais un fan incontesté de Quincy, j'ai toujours voulu savoir en fait quel était son rapport, s'ils avaient déjà travaillé ensemble.
Et c'était une zone un peu grise en fait de son histoire. Et il a jamais vraiment épilogué. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas résolu, quoi. Et lorsque j'ai su que Quincy faisait un concert en France, j'ai eu la chance de rencontrer, peut-être 2 ans avant, une personne très proche de son cercle professionnel. Le même type qui m'a présenté Idriss d'ailleurs, qui s'appelle Efe Ogbeni. Et donc il est revenu vers moi et m'a dit écoute, je vais faire tout ce que je peux pour que ça se fasse. Et c'est pour ça que je peux pas prendre le crédit de ça entièrement, mais c'est vrai que de les avoir vus en fait réunis et interacter et se parler de tout ce qui s'était passé et de se montrer le respect respectif, c'était juste l'un des plus beaux jours de ma vie, quoi. Il y avait le public et à partir du moment où Quincy a reconnu Manu, ils se sont donnés une accolade comme jamais, quoi. Et ils se sont montrés un respect et Quincy a montré un vrai... Et c'est là que j'ai vu que, mince, c'était quelqu'un quand même. C'est vraiment quelqu'un. Et voilà, après ça s'est pas ébruité plus que ça, mais j'en garde un énorme souvenir, quoi. Thank you and how can I say God bless you. Thank you too, man. Et justement, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire alors? Michael avait pris à l'époque le sample de Saul Makossa sur son titre Wanna Be Started Something sans déclarer l'auteur du titre en question. Et donc ils sont partis en procès, ça a duré pas mal de temps. Et donc ça a créé un froid en fait entre le clan de Michael et de Quincy à l'époque et Manu. Mis à part son côté extérieur, le grand sourire, un sens réel de la vie. C'était une encyclopédie vivante en fait. Quelqu'un qui savait beaucoup de choses, qui a participé à beaucoup de choses sans que les gens ne forcément le sachent. Et il a toujours gardé ce côté humble. Et s'il y a bien quelque chose que je retiens, c'est ça. Il va élaguer forcément et puis tu vois, sa personnalité va se préciser au fur et à mesure. Et je suis très content pour lui et d'ailleurs, man, je te souhaite bonne route, hein. La route est longue, hein. Yeah. If something is meant to be, it will be. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est fait pour toi, ça sera pour toi. Bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut mettre tous les efforts, mais il faut être serein aussi. C'est le spot Afrique, c'est le spot, c'est le spot, c'est le spot Afrique, spot Afrique.